Chaque jour en Suisse, un propriétaire vend son bien immobilier pour 100 000 francs en dessous de la valeur. Il y a un point de rédemption dans le fait que de façon avérée, un bon courtier spécialisé, motivé, au bon endroit, au bon moment, peut vendre une maison 5, 10, 15 ou 20% plus cher que quelqu'un qui l'aurait vendu lui-même. Et bon, il y a 4 types de personnes qui vendent. C'est les héritiers, les divorcés, les couples dont les enfants ont quitté le foyer, qui vendent une maison trop grande pour aller dans un appart, et je dirais les jeunes qui avaient acheté, souvent avec l'aide de leurs parents et du premier job, quelque chose de petit, souvent en ville, et qui vendent ça pour aller acheter une plus grande maison. Bienvenue sur Unlocked, le podcast présenté par Swissquote qui donne la parole à celles et ceux qui bousculent les règles et réinventent leur secteur. Aujourd'hui, on s'attaque à un marché qui concerne presque tout le monde, mais qui reste souvent opaque et plein de pièges, l'immobilier résidentiel. Notre invité, Patrice Chauffat, a fait de la transparence sa mission en révélant comment chaque jour en Suisse, des propriétaires perdent des centaines de milliers de francs sans même le savoir. On va aborder les pièges classiques de la vente immobilière, de psychologie et méthodes pour maximiser une transaction. Patrice, bienvenue dans Unlocked. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va. On parle de psychologie, mais d'immobilier. C'est un peu deux thèmes différents, mais en fait qui se combinent, c'est ça ? Tout domaine de vente est une grande partie d'humain. Et donc, l'humain, c'est la psychologie. Et bien sûr, l'immobilier, c'est les gros sous. C'est les gros sous de pratiquement chacun. Tout propriétaire en Suisse a plus de valeur dans son immobilier que dans son compte Swissquote, normalement. Et avant de parler de gros sous, peut-être qu'on va te présenter aux gens. Alors, qu'est-ce que tu fais, Patrice ? Comment tu es arrivé dans ce monde de l'immobilier ? Alors, je suis le fondateur de Bestag, comparateur de courtiers leader en Suisse, qui existe depuis 8 ans. Et avant, j'étais dans le conseil stratégique et dans le management de la vente pour des boîtes de conseil et notamment pour une grande boîte d'assurance. Et en cette qualité de management de la vente, j'ai réalisé j'ai appris beaucoup de techniques sur comment on manage les forces de vente, comment on motive les vendeurs. Et quand j'ai découvert le monde du courtage immobilier, j'aime dire que je suis tombé amoureux avec le potentiel d'amélioration. Parce que c'est vraiment une force de vente qui n'est pas très bien managée et qui a une extrêmement mauvaise réputation. Bien que des études scientifiques, vraiment des études chiffrées, ont démontré que le courtier immobilier pouvait influencer le prix de vente de la maison. Donc un truc passionnant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, une très mauvaise réputation en général, ça vient parce qu'on n'est pas content. Il y a beaucoup de gens qui ont un certain ressentiment contre les courtiers immobiliers avec lesquels ils ont bossé. Et donc il y avait beaucoup à faire. Et c'est ça dont je suis tombé amoureux, si on veut bien. Il y a beaucoup à faire, mais aussi beaucoup à dire. Peut-être avant de nous lancer dans l'immobilier, dans le sujet de ce jeu biaisé, est-ce qu'on pourrait te décrire comme un serial slasher où tu as fait beaucoup de choses dans ta carrière ? J'ai fait beaucoup de choses. Sur mon profil LinkedIn, ça dit fondateur, auteur, lecturer. Je donne quelques cours dans une haute école de gestion. Et je suis père. Et j'aime bien dire que je suis aussi game changer dans l'immobilier, mais ça, c'est pas un rôle. Je dirais, la plupart de ces rôles, ils viennent de cette même chose, de cette rébellion que j'ai contre le fait qu'on pourrait vraiment faire mieux dans le courtage immobilier et dans le fait que la plupart des prestataires qui existent sur le marché maintenant, et je dis pas quelques-uns, je dis en principe tous les prestataires dans le marché à l'heure actuelle travaillent contre leurs clients pour des raisons simples de motivation financière. Et donc, c'est ça qui m'amène à écrire un livre, et c'est ça qui m'amène à donner des cours dans des hautes écoles, et c'est ça qui m'amène à être fondateur d'une boîte. On va parler de ton livre aussi, peut-être. Tu veux le montrer, c'est 100 000 francs de plus, ça vous dit ? Pourquoi tu as utilisé ce titre-là ? Alors, 100 000 francs de plus, ça vous dit ? À la base,
c'est quelque chose qu'on a réalisé. Quelqu'un m'a dit une fois, et je crois même que c'était un journaliste, il m'a dit, alors, 8 ans de Bestag, 700 ou 800 transactions à date, quelle est la chose que vous avez appris? J'ai dit, ce que j'ai constaté, c'est que chaque jour en Suisse, un propriétaire vend son bien immobilier pour 100 000 francs en dessous de la valeur. Et en fait, c'était pas un très bon statement, parce que si on regarde de façon objective, c'est plutôt entre 8 et 10 personnes en Suisse qui, chaque jour, vendent leur bien immobilier 100 000 francs en dessous de sa valeur. Mais c'était ce constat-là, et donc c'est ce qu'on a mis sur le titre. Mais en fait, c'est quelque chose qui explique les dessous de toute transaction immobilière résidentielle individuelle, donc le tout un chacun, et les pièges à éviter, et les trucs, et comment le faire juste. Et dans ton livre, tu dis que le marché immobilier, il est dysfonctionnel, c'est ça? Qu'il y a vraiment quelque chose dans la manière de faire. Alors, tu parlais des transactions, mais en général, c'est dysfonctionnel, c'est ça? En général, c'est dysfonctionnel parce qu'on a des milliers de courtiers en Suisse. Alors ensuite, c'est très, très difficile de savoir combien exactement de courtiers il y a, parce qu'il y a aussi... s'il y a 6000 courtiers qui sont courtiers, c'est leur activité principale. Et puis, il y a 1000 fiduciaires qui font 2 transactions par année. Est-ce que c'est des courtiers? Est-ce que ce n'est pas des courtiers? En principe, si on le regarde de façon analytique, on dit, on regarde tout ce qui est inséré en ligne, etc. On va dire c'est des courtiers, mais en fait, ce n'est pas vraiment des courtiers. Bref, c'est une jungle. Il y a des milliers de providers. Et il y a simplement 4 constats. C'est pas spécialisé, pas transparent, pas bien motivé, c'est-à-dire les incitations du prestataire sont contre son mandataire, c'est-à-dire les incitations des courtiers sont en général contre le propriétaire-vendeur, et d'une certaine manière, c'est trop cher. Et en fait, c'est ce que je dirais la réputation de ils sont trop chers, c'est tous des escrocs en Porsche Cayenne. Est-ce qu'il y a du vrai? Il y a peut-être une partie de vrai, malheureusement. Ceci dit, il y a aussi quelque chose, il y a un point de rédemption dans le fait que de façon avérée, un bon courtier spécialisé, motivé, au bon endroit, au bon moment, peut vendre une maison 5, 10, 15 ou 20% plus cher que quelqu'un qui l'aurait vendu lui-même. Et donc, du coup, cet impact justifie l'effort de se donner de la peine dans le setup d'une transaction. Tu dénonces un peu ces incitations perverses dans l'immobilier. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple des bonnes pratiques que tu as vues de courtier aussi? Moi, j'ai vu... ça me fait toujours un peu mal au cœur d'arriver et de dire « c'est tous des escrocs », alors qu'en fait, on travaille avec des centaines de gens qui sont... compétents, qui travaillent dur, qui sont honnêtes, qui sont droits, qui génèrent énormément d'argent pour leurs clients. Les bonnes pratiques, c'est de faire tout juste. Maintenant, c'est quoi faire tout juste? En tout cas, quand on décrit faire tout faux, c'est plus facile de décrire faire tout faux pour ensuite, par inverse, définir faire tout juste. Faire tout faux, c'est partir sans évaluation claire au début. Faire tout faux, c'est y aller au feeling ou au hasard pour le choix de son courtier. Faire tout faux, c'est de prendre le contrat de courtage qu'on va nous mettre sous le nez et simplement le signer sans faire attention aux 4, 5, 6 clauses absolument critiques. Donc faire tout juste, et ensuite... faire tout faux, c'est une mauvaise commercialisation au mauvais prix, trop courte, avec du matériel de pauvre qualité et de ne pas donner le temps au marché de vraiment révéler le prix exact auquel on devrait faire la transaction, qui est, si on veut bien, le prix de l'acheteur qui a le plus envie d'avoir ce bien immobilier et qui a l'argent en poche et qu'on va négocier jusqu'au prix désirable. Donc ça, c'est faire tout juste. Si on va trop court, etc., ça sera tout faux. Faire tout juste, c'est le contraire. C'est de
faire des bons documents, le bon courtier, le bon prix, le bon contrat, les bonnes incitations, les bonnes négos, la bonne patience. Mais c'est pas facile, disons. Et tu pourrais peut-être illustrer avec un exemple que tu as vu, un vendeur qui a vu Ouais, un immeuble qu'il a vendu. Je prends deux exemples simples. Et bon, il y a 4 types de personnes qui vendent. Hein. C'est les héritiers, les divorcés, les couples dont les enfants ont quitté le foyer, qui vendent une maison trop grande pour aller dans un appart. Et je dirais les jeunes qui avaient acheté, souvent avec l'aide de leurs parents et du premier job, quelque chose de petit, souvent en ville, et qui vendent ça pour aller acheter une plus grande maison. 4 types de trucs. Je vais prendre 2 exemples. Hein. Je vais prendre un divorce et un jeune qui upgrade. Jeune qui upgrade, appartement dans un puits, je peux le dire, hein, à côté de Lausanne, et qui fait évaluer son appartement par un courtier à frais fixes et qui l'évalue à 850 000 francs. Et il dit, bon, très bien, courtier à frais fixes, ça j'économise de l'argent du courtage, je prends ça, très bien. Ils mettent en vente et puis ils m'ont dit c'est peut-être un petit peu en dessous, mais il va y avoir une enchère, donc on va arriver quelque part. Et donc, sure enough, il y a beaucoup de demandes. Après 3-4 jours, l'annonce est retirée du marché. Ça, c'est déjà ça devrait être un red flag. Et ensuite, il y a une enchère et ça arrive à 1 million. Et son père, qui l'avait aidé à acheter l'appartement, lui dit, ça me semble quand même pas très cher. Hein. Je sais qu'on fait un profit, mais ça me semble pas très cher. Tu veux pas vérifier? Et qui vient auprès de notre boîte Bestag et on regarde son appart et je dis, on n'a pas fait. Ouais, je pense que ça vaut 1,2 million. On a fait 2 évaluations de type bancaire de façon ultra fiable et neutre, par contraste avec une évaluation bancaire dont on sait qu'elle est biaisée vers le bas, faite par un courtier à frais fixes qui a de toute façon envie de vendre le plus rapidement possible et qui donc va évaluer plus bas pour que ça soit plus facile. Et on a fait venir les 3 meilleurs courtiers locaux qui, donc avec 5 évaluations, on a pu lui dire, écoute, ton appart vaut 1,2. Puis il nous a répondu, mais c'est absolument impossible, on vient d'avoir une enchère. Une enchère, c'était sur HomeGate, on a fait une enchère et on est arrivé à 1 million. Mauvais prix d'ancrage, pas assez longtemps sur le marché. S'il y a tous les gens qui veulent aller acheter le truc au rabais qui arrive en même temps et qui sont tous arrivés devant le magasin 2 heures avant parce qu'ils savaient qu'il y aurait des trucs au rabais, on n'aura pas les gens qui payent le bon prix. C'est un peu l'équivalent d'avoir mis, je sais pas, une montre en vente en enchère sur Internet et puis moi, la chance. Je raconte, si toi et moi, on est dans un café et puis que tu sors des petits dessins, des croquis papier de Picasso, on va pouvoir les vendre dans ce café. Mais on ne va pas les vendre au bon prix. On n'a pas les bonnes personnes, on n'a pas le bon prix d'ancrage, on n'a pas la bonne méthode d'enchère. On va pas les vendre, on va pas les vendre au bon prix. Et donc, du coup, l'appart a été vendu pour 1,225 dans le mois. Donc, c'était pas que le 1,2 était sorti d'un chapeau ou impossible, etc. Donc, c'est là qu'on voit il y a plusieurs centaines de milliers de francs. Et alors que le processus avait l'air impeccable. Mais il y a plusieurs centaines de milliers de francs. Et j'aime bien prendre un deuxième exemple parce qu'il est encore plus frappant. Et c'est dans la commune de Altendorf. Donc, c'est dans le canton de Schwyz. Bestag, c'est dans toute la Suisse. Moi, je suis vaudois, mais j'habite à Zurich, donc on a des clients un peu partout, hein, et on est 14. Commune de Altendorf, c'est une commune à Schwyz, dans le canton de Schwyz, c'est le low tax. C'est le low tax par rapport au canton de Zurich. C'est un peu comme les gens qui habitent en Terre Sainte pour travailler à Genève. C'est le low tax. Et c'est des propriétés qu'on a vues sur le lac de Zurich qui ont pris énormément ces 15 dernières années. Couple qui divorce, qui avait effectivement été propriétaire pendant une quinzaine d'années. Et leur première intuition, c'est d'aller vers le courtier qui leur a vendu la maison, qui leur avait vendu la maison à 2,8 millions et de le faire évaluer. Et le courtier évalue à 3,3 millions. OK. Et ils sont très contents, hein, il y a du profit, etc. Ils sont à 2 doigts de... Sauf que
un des divorcés, c'est un ancien collègue de bureau. Et il dit, tiens, je vais faire vérifier par Bestag. Et donc, on fait venir 2 courtiers et on fait revenir le courtier qui lui avait fait son évaluation. Donc, ce courtier qui, il y a 15 ans, l'a vendu pour 2,8 millions ou 2,9 millions et qui l'avait évalué à 3,3 millions. Et on lui dit, attention, tu es en compétition maintenant, il va y avoir 2 autres, on va faire des évaluations hédonistes, donc les évaluations des modèles qu'utilisent les banques pour les hypothèques. Et on fait ça, et puis tu peux avoir le mandat ou ne pas avoir le mandat. Et le même courtier a évalué le même bien dans ce processus à 4,2 millions. Mais du coup, tu parles d'évaluation, peut-être pour les personnes qui ne voient pas comment on évalue une maison. Moi-même, j'ai aucune idée de comment ça se passe. De manière simple, comment tu pourrais expliquer l'évaluation d'une maison ou d'une propriété? Alors, de manière simple, on utilise les logiciels qu'utilisent les banques pour évaluer pour les hypothèques. Or, ces logiciels, il y en a 6 en Suisse, mais il y en a 2 qui sont utilisés par les banques et les 4 autres pas. Donc, on va se fier aux 2 qu'utilisent les banques, qui sont Sifi et Wüstpartner. Et ces 2 boîtes achètent des pools de données anonymisés que les mêmes banques ont mis dans un pool de données. C'est-à-dire qu'à chaque hypothèque, la banque sait exactement le prix qui a été pour lequel c'était vendu. Et donc, ils peuvent dire, au chemin des Oisillons, une parcelle de 880 mètres carrés, avec une maison individuelle dessus, de 200 mètres carrés, construite à telle date, etc. Et donc, il y a un certain nombre de points de données, et on a donc des vraies transactions. Et ensuite, c'est des modèles statistiques multiples régression qui, en fait, disent il y a une prime pour être proche de la gare, loin de la gare, proche de la Migros, loin de la Migros, etc. Qui fait que pour chaque bien en Suisse, ces modèles peuvent donner un prix. Et ils donnent aussi une fiabilité. Donc, si vous êtes au centre-ville de Lausanne, où il y a suffisamment de transactions, le prix sera super fiable. Et pour une grange out there, dans des endroits où il n'y a pas eu de transactions pendant 2 ans, ça va dire on n'est pas trop sûr. Mais donc, on va utiliser ce logiciel. Je dirais en comparaison avec... et le courtier qui va mettre les paramètres, souvent, peut tourner un peu le bouton. Parce que je peux dire, c'est parfaitement rénové, la cuisine, c'est une cuisine de luxe, alors en fait, c'est une cuisine moyenne, etc. Donc, la personne qui utilise le modèle peut vraiment influencer le modèle 5% à la hausse, 5% à la baisse, mais disons qu'il y a une certaine objectivité. L'ancienne façon d'évaluer les maisons, c'était un architecte venait et il disait « Alors, il y a 1000 mètres cubes, on construit pour 1000 mètres carrés, donc ça fait 1 million de construction pour remplacer cette maison. Le terrain vaut 500 par mètre carré, donc il y a 1000 mètres carrés, ça fait un demi-million. 1 million plus un demi-million. Ah, mais la maison, elle a 25 ans, donc il faut enlever 0,8% par année, et donc ça fait... 800 000, et donc 800 000 plus 500 000 de terrain, ça fait 1,3 million. Le problème de ça, c'est que l'architecte arrive et dit « Cette maison vaut 1,3 million. » Et ensuite, il peut backfit les paramètres. Parce que s'il avait vraiment envie de répondre « Elle vaut 1 million », il aurait mis que le terrain vaut 400 par mètre carré et pas 500 par mètre carré. Il aurait dit que pour la vétusté, on enlève 1,1% et pas 0,8%. Parce que vous avez un chien, et donc du coup, ça fait 1,1. Et donc, on peut arriver aux chiffres qu'on veut, en tournant les paramètres, mais ça a l'air scientifique, robuste, etc. Pour ça que tout mon respect pour les experts, et tout mon respect pour les avocats qui leur font confiance, mais les mecs, c'est vraiment, c'est de la poudre aux yeux. Et donc, souvent, ces analyses... elles sont pas proches du marché et on peut vraiment y mettre le chiffre qu'on veut. J'ai vu une fois, pour une propriété de maître, j'ai vu un loyer théorique de 140 000 francs par mois. Pour justifier une valo, c'est comme si un loyer de 140 000 francs par mois, ça vaut tant. Ces gens. Mais c'est pas une façon d'évaluer un truc. C'est ridicule. Donc, in fine, les modèles hédonistes, c'est la nouvelle norme. Pour 95% des trucs, ça sera le plus fiable, le plus rapide, la façon la plus abordable. Par contre, avoir le savoir de
de l'artisan courtier, si je peux dire, qui est en train de faire ça dans la région, quelqu'un qui a déjà 3 appartements en vente à Gland, si on lui montre un 4e appartement, il va pouvoir interpeller en disant « Voilà, j'ai un 120 mètres carrés qui a la vue et qui est relativement neuf. Alors lui, il est plutôt premium, mais j'ai un 150 mètres carrés, mais plutôt un peu plus vétuste, etc. Donc celui-là, il est un peu moins cher que celui-là, un peu plus cher que celui-là. » Il va pouvoir dire au gut feel, il va pouvoir nous dire « ça vaut tant ». Puis ensuite, il peut aller faire une hédoniste et puis arriver sur son chiffre s'il veut. Et donc, pour nous, c'est important d'avoir le gut feel du courtier, mais du courtier qui a exactement les bons trucs en vente. Et c'est pas tous les bons. On fait beaucoup d'analyses de données sur tout ce qui est commercialisé en Suisse parce que on fait un truc qui est un peu semi-autorisé, c'est-à-dire qu'on collectionne toutes les données de tout ce qui est inséré en Suisse. Ça nous permet de dire qui a quoi. Et ça nous a permis aussi de dire que en Suisse, il y a environ, c'est assez stable over time, il y a environ 13% des vendeurs suisses qui choisissent un des 3 courtiers les plus qualifiés pour leur vente. Et les autres choisissent un courtier qui est moins qualifié. Alors ouais, on parle de comment en fait vendre son bien, mais comment l'évaluer, comment se placer du côté vendeur. Mais du côté acheteur, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est souvent on parle de maison idéale, hein. Il y avait aussi une étude du 24 heures autour de ça. Selon ton expérience, qu'est-ce que les Suisses recherchent vraiment quand ils achètent? Alors, numéro 1, ils recherchent souvent un truc qui est exactement la limite de ce qu'ils peuvent se permettre. Et ils ont raison. Parce que au final, c'est un investissement safe, c'est le plus gros investissement. C'est un investissement safe qui va avoir un assez bon retour, c'est-à-dire un retour, on va économiser du loyer, on va payer moins d'hypothèques que ce qu'on paye en loyer, on va avoir une petite appréciation. C'est une protection contre l'inflation aussi, donc c'est un investissement ultra safe, donc les gens ont bien raison d'investir autant que ce qu'ils peuvent. Précise, c'est pas un conseil en investissement, Non. Ça on doit toujours le dire. Ça fait partie des plus safe, on va dire. Ouais, ça fait partie du plus safe. Et on a vu des trends, mais je dirais, il y a 3 ou 4 trends. C'est vrai qu'il y a le cliché, c'est-à-dire que la famille recherche une maison avec jardin, ils sont prêts à être un petit peu plus hors de la ville, etc. Ces clichés sont tous vrais. On voit le couple de retraités qui dit que la maison est quand même assez lointaine et que ça serait peut-être bien d'être moins dépendant de la voiture pour aller chercher les croissants le matin, d'avoir moins d'escaliers à faire tous les jours parce que monsieur s'est fait remplacer la hanche. Donc tout ça, ça existe, je dirais. Mais ce qu'on voit comme trend, c'est qu'on voit plus de demandes pour du clé en main. Donc les gens ont moins envie d'acheter quelque chose à retaper. Il y a encore des gens qui achètent des trucs à retaper, mais un peu moins. Donc, quand il y a moins de désir, il y a un petit peu plus de primes pour le clé en main. Donc, ça veut dire aussi il y a une plus haute prime pour retaper. Donc, les gens qui ne voulaient pas retaper, pensez-y. Peut-être qu'en retapant, vous auriez un truc un peu meilleur marché pour un peu mieux si vous voulez bien faire les travaux. Ça, c'est un des aspects. On a vu avec Covid une demande supplémentaire une chambre supplémentaire pour faire bureau. Ça, c'est sûr. Avec Covid, on a aussi vu on a vu les gens qui acceptent d'avoir un trajet pendulaire un tout petit peu plus long. Et donc, ça donne une prime par rapport aux agglomérations. Je prends Zurich, mais je pourrais aussi prendre Genève. Quelqu'un qui travaille à Genève, jusqu'à présent, peut-être qu'il voulait vivre plutôt à Nyon, mais il sera d'accord de vivre à Morges ou à Renan parce qu'il va que 3 fois par semaine au boulot. Donc, c'est une augmentation du temps de pendulaire, respectivement, le fait que les gens acceptent ça plus. Donc, je dirais, on va dans un trend, dans une direction, plus d'appart, je pense, en proportion. Ça a à voir avec la densification des villes, parce que quand la vieille veuve meurt avec sa maison avec jardin
qui était incroyable, une maison avec jardin en ville de Lausanne ou en ville de Genève, elle sera pas, on va pas retaper cette maison et mettre une famille dedans. En général, c'est dans une zone, on peut construire 4 étages, donc on va développer 4 étages, on va mettre 5 apparts, 6 apparts, que ça soit de la propriété ou de la location. Donc il y a plus de propriété en appart, en proportion, je dirais en 2025 par rapport à 1980, mais c'est simplement, ça montre une évolution de la proportion du parc. Comme de toute façon, on a un exode rural direction les villes, en traîne générale. Maintenant, c'est vrai que les gens acceptent plus de pendulaires, mais quand on dit les gens acceptent plus de pendulaires, en général, ils sont dans une ville, ils sont simplement dans une ville qui est connectée par un bon réseau souvent de transport public. Alors, il y a l'araignée Zurich, on sait que Zurich a des budgets de transport public qui sont dans une autre ligue que les autres villes de Suisse, pour des raisons aussi de quantité d'habitants, mais ça veut dire que depuis Zurich, comme il y a des... On peut aller partout, quoi. Il y a des S-Bahn qui vont à une demi-heure de Zurich. Enfin, le grand Zurich, ça va jusqu'en Argovie et ça va presque jusqu'à Saint-Gall et le grand Zurich, c'est à la superficie enfin, même plus que le canton de Vaud. C'est énorme. Mhm. Mais là, on parle de réseau ferroviaire. Moi, j'aimerais parler de réseau digital, de digitalisation, en fait. Alors, Swissquote a digitalisé l'accès au marché financier. D'ailleurs, on propose une hypothèque, si vous voulez aller voir sur le site Internet. Mais toi, tu digitalises la vente immobilière. Et qu'est-ce que, pour toi, la tech change vraiment pour le client? Alors, je dirais, la tech a beaucoup changé la commercialisation immobilière. Ça, c'est sûr. Avec la possibilité de faire, avec des appareils photo spéciaux, de faire des visites virtuelles qui sont de très haute qualité. Ça, je dirais, les photos de drones sont maintenant communes, etc. Donc, il y a une certaine tech, la tech de la vente, qui permet d'atteindre mieux les clients, mais qui permet aussi de mieux les filtrer. Parce que si on a une visite virtuelle, il y a plein de gens qui vont cliquer la visite virtuelle puis qui vont skipper la visite physique. Donc ça, c'est un gain. Je dirais, de notre côté, la tech, ça permet de trouver le meilleur courtier. Parce que plutôt que de choisir au pif, on peut dire, on va prendre 1, 2, 3 courtiers qui sont spécialisés dans la région, qui ont fait des bons résultats dans le passé, qui vendent à des bons prix du mètre carré dans le passé, etc. Beaucoup de choses qu'on peut savoir si on torture un petit peu les données dans le bon sens. Donc ça, c'est un avantage clair. La description que je faisais tout à l'heure des méthodologistes d'évaluation, avoir une évaluation fiable d'un bien avant la vente, c'est absolument crucial. Et comme décrit, il y a 30 ou 40 ans, même il y a 25 ans, puisque ces méthodes d'évaluation hédoniste, c'est vraiment ces 25 dernières années l'essor. Avant, on était un petit peu au Moyen-Âge et maintenant, on a quelque chose de moderne, c'est de la tech. Et si on parlait d'intelligence artificielle, j'ai beaucoup de choses... Il y a beaucoup de choses that I'm excited about. Il y a beaucoup de choses qui me rendent extrêmement enthousiaste pour le futur. Je suppose surtout pour les calculs, pour tout ce qui est évaluation, ça devrait aussi avoir une bonne overview, donc une bonne vue d'ensemble sur le marché, plus facile que si on devait farfouiller à travers Internet. C'est ça qui aide, surtout, je pense. Je dirais, il va y avoir un gain d'efficacité du marché. Et alors ça, il ne faut pas le dire au grand portail immobilier qui on vit qu'on n'y croit pas, surtout celui qui est en train de faire son IPO. Mais un agent de recherche immobilière qui voit tout, qui propose des choses et auquel l'acheteur peut dire j'aime pas, pour que l'intelligence artificielle apprenne de l'acheteur quelles sont ses préférences, même celles qu'il n'a pas exprimées de façon explicite. Ça va permettre aux gens de mieux trouver. Et si on trouve mieux,
c'est un meilleur matching dans le marché. Et donc, on va, en tant que vendeur aussi, être plus prompt à trouver ce fameux acheteur qui a le plus envie d'acheter ce bien immobilier et donc on va pouvoir réaliser un meilleur prix. Et ça rend en principe les portails obsolètes puisque les courtiers peuvent simplement mettre leurs biens sur leur site et l'agent les trouvera puisque les agents sont un petit peu moins paresseux que les humains. Si on leur dit « va sur ces 200 sites pour trouver », on fait genre « pas de problème, 200 ». 200, c'est pas 2 millions, je peux faire ça en 2 va. secondes. Ouais, Voilà. ouais, je peux faire en 2 secondes. Et donc, je pense qu'on a une évolution qu'on va prendre dans un instant. Et pour la vente, moi, ce que je vois à l'heure actuelle, ce qu'on est en train d'implémenter chez nous à l'heure actuelle sur notre portail, c'est pour un vendeur, la paresse du vendeur, souvent, elle lui coûte très cher. C'est-à-dire que si un vendeur dit « non, mais c'est bon, moi j'ai un appart à Lausanne, ça se vend de façon facilement », je fais 4-5 photos avec mon portable, je les mets sur un portail gratuit de petites annonces en ligne sur lequel on vend aussi des vélos d'enfants et des tickets de concert à la revente. Et puis ensuite, je vais bien trouver des gens qui vont me l'acheter. Mais avec les mêmes photos, je dirais, les mêmes photos plus quelques photos de documents clés, l'intelligence artificielle va pouvoir prendre ces documents, toutes ces informations non structurées, en faire des informations structurées. Peut-être que l'agent va aller faire des évaluations hédónistes lui-même. Et donc, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est une UX une expérience du client utilisateur, donc le vendeur, qui va rendre les choses beaucoup plus faciles pour créer cette transparence initiale. Et simplifier, ça permet d'éduquer, ça permet aussi de se rendre compte de certains défauts de certains marchés. Quand on n'en connaît pas, c'est là où on fait des erreurs aussi. Et je vais profiter d'avoir un expert à côté de moi sur l'immobilier. Là, je parlais aussi avec mes parents de qu'est-ce qu'on doit faire. Les biens immobiliers, ça concerne tout le monde, hein, qu'on soit locataire ou propriétaire. Le premier truc qui me vient, c'est quand on achète, il y a taux fixe, taux variable. C'est quoi la stratégie qui fait le plus de sens selon toi? Taux variable, sur le long terme, c'est toujours été mieux. Mais je dirais, moi, je suis taux variable, ma femme, elle est taux fixe. Ma femme vivrait mal avec le risque d'une évolution du taux de son hypothèque. Donc, je pense que c'est vraiment relatif à la personnalité de la personne qui prend cette hypothèque. Mais si quelqu'un veut optimiser et payer le moins possible over the cycle, etc., taux variable. Et entre fonds propres, deuxième pilier, troisième pilier, combien on doit vraiment amener pour pouvoir acheter et combien on peut emprunter aussi au maximum? Alors, il y a beaucoup de formules compliquées. On dit, alors il faut pouvoir faire une hypothèque, 5%, etc. Mais on peut simplifier ça énormément, puisque tout dépend du revenu du foyer. On peut acheter un bien immobilier jusqu'à 7 fois le revenu du loyer si on a 1,5 fois le revenu annuel du loyer en économie ou en cash disponible, troisième pilier au cash. Et ensuite, pour améliorer à la marge, pour pouvoir acheter à 2,5 millions quelque chose que la banque évalue à 2,3 millions, on peut penser à nantir le deuxième pilier. Mais en gros, voilà les ratios, quoi. Mmh. Et maintenant, si on parle de risque, parce que tout investissement est un risque, et c'est important aussi d'éduquer pour se rendre compte aussi de ça. On entend parler de spread énorme, on en parlait avant. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour un particulier qui vend son bien? Mais un particulier qui vend un bien et qui ne sait pas exactement combien ça vaut avant, disons que ce bien vaille environ 1 million, ce bien va se vendre entre 800 000 francs et 1,2 million. Et donc, c'est ça, ce spread énorme. Et donc, c'est d'avoir un bon résultat par rapport au prix va être beaucoup plus important que d'économiser 5, 10 ou 20 000 francs sur la commission. Et donc, c'est pour ça qu'on recommande toutes les bonnes pratiques que j'ai mentionnées au début, hein, donc la bonne évaluation, etc. Mais si on a une évaluation solide et qu'on peut dire ce bien vaut à peu près 1 million, donc avec des hédonistes, des courtiers, on va pouvoir dire au courtier, tu veux 3%, tu les auras si tu vends
à 1 million, qui est la valeur du bien. Si tu vends mieux, on va te donner un bonus. Et si tu vends moins bien, on va te donner un malus. Enfin, tu vas être pénalisé par un malus. Et je prends un exemple vraiment numérique. Si on prend 15%, un courtier qui vendrait la maison à 1,1 million toucherait 45 000 parce qu'il aurait 30 000 pour avoir vendu 1 million, plus 15% de 100 000. Et s'il vendait à 900 000, s'il proposait d'accepter une offre à 900 000, il serait pénalisé de moins 15 000, donc il gagnerait 15 000 francs. Donc il serait motivé à vendre au meilleur prix et il serait honnête quand il dirait d'accepter une offre. Parce que s'il dit d'accepter une offre, même 1,40 million, on sait que si c'était possible de faire 1,1 million, il aurait poussé puisqu'il gagne 15%. Alors que 3%, en fait, c'est peanuts. Mmh. Et peut-être pour finir la discussion, super intéressante d'ailleurs, merci encore d'être venu sur le podcast. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent vendre seuls pour économiser les frais de courtage. Pourquoi c'est souvent une fausse bonne idée? Mais c'est vrai qu'ils peuvent vendre seuls souvent, et c'est vrai qu'ils peuvent économiser les frais de courtage, mais ils vont très 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 souvent pas réaliser le prix que va pouvoir réaliser un courtier, parce que les courtiers sont capables de réaliser un meilleur prix pour plusieurs raisons. Un, ils ont plus d'assurance sur la vraie valeur du bien. Donc, quand ils sont en négociation, ils savent, on peut dire, moi, je négocie toujours dur. Oui, mais si je négocie dur, alors que j'avais une offre à 1,50 million pour un truc qui vaut 1 million, c'est débile et je vais peut-être perdre cette offre et ensuite, j'en aurai plus jamais d'aussi bonne. Donc, savoir, c'est une chose. Bien présenter le bien. Quand on a un bien à 1 million, il faut que le prospectus fasse sentir à l'acheteur que ça vaut 1,2 million, puis qu'il va visiter quelque chose qui est une bonne affaire. Parce que les gens révisent jamais leur premier jugement. On dit les premières impressions comptent. Les gens révisent jamais leur première impression complètement. Alors que si on voit un torchon de prospectus, on se dit, bof, il est affiché à 1 million, mais il doit valoir 800 000, ben, on va voir, non, il est un peu mieux que ce que je pensais, mais alors, mais il vaut pas tout à fait 1 million quand même. Alors que ça peut être le même bien. Donc, l'ancrage, avec une très très bonne présentation, la négociation et la connaissance du prix, et ensuite, les portails ne sont pas parfaits, on en parlait tout à l'heure, s'il y avait de l'AI, de l'intelligence artificielle, les portails seraient mieux. Il y a tous ces acheteurs qui ont 60 alarmes non lues et qui lisent plus jamais leurs alarmes, et du coup, qui vont rater certaines offres, alors que le courtier qui vend dans la région, qui a 3 trucs similaires à vendre dans la région, il a déjà vu tous les acheteurs du pool de la région. Et donc, on va être vraiment sûr qu'on amène tous les acheteurs au même moment. Et donc, ça va permettre de faire un bidding. 2 offres, c'est beaucoup mieux qu'une. Une, c'est beaucoup mieux que 0. Et donc le courtier va réaliser un meilleur prix et de plus que la commission. D'ailleurs, ça a été prouvé scientifiquement dans une étude économétrique aux États-Unis. Les courtiers qui vendaient pour eux-mêmes vendaient 5% plus cher que quand ils vendaient pour leurs clients. Donc, le courtier peut influencer le prix. Il faut simplement le mettre dans le setting où il va influencer le prix positivement. Écoute, Patrice, merci beaucoup pour tous ces conseils. Et je rappelle à tout le monde, tu as sorti un livre qui s'appelle 100 000 francs de plus, ça vous dit, qu'on peut retrouver où d'ailleurs On peut trouver sur Amazon ou sur le site Bestag. Ce qu'on aime bien faire à la fin du podcast, c'est poser vraiment des questions rapides pour bien finir sur tes connaissances d'experts en immobilier. Alors, appartement ancien ou neuf? Ancien. Ancien. Centre-ville animé ou campagne tranquille? Centre-ville animé. Bah oui, il faut bien boire des verres. Acheter pour y vivre ou pour investir? Les deux. Mais pour y vivre, oui. Pour y vivre. Mais Quand les même. deux. Ouais, d'accord. Transaction la plus stressante, vendre ou acheter? Acheter. Patrice, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast. N'hésite pas à nous dire, bestag.ch, c'est ça? Merci Igor. Oui, bestag.ch. Voilà. Absolument. Et vous venez d'écouter Unlocked, présenté par Swissquote. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner pour manquer aucun épisode à venir, à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à découvrir notre chaîne YouTube pour encore plus de contenu. Merci beaucoup et à très vite. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement.
L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant des décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.